C'est le plus ancien de CIFOP. Ça fait 20 ans. Mais je ne suis pas diplômé. Ça fait 20 ans que je ne suis pas diplômé. Comment débuter sa carrière? Absolument n'importe où. Jusqu'à maintenant, on gérait beaucoup de charges mentales liées à la relation à l'autre. Et on gère en plus une charge opérationnelle liée à cet upskilling permanent. Et finalement, il vaut mieux être pionnier que suiveur. Les meilleurs vont suivre les pionniers. Quand j'ai fait le CIFOP, j'ai fait un stage dans le Gard, dans une usine du Gard. J'étais au service du personnel et mon patron, c'était le chef du personnel. Et le chef du personnel, il faisait la paye, l'administration du personnel, le recrutement, les licenciements. Voilà, c'était tout. Toute la dynamique, avec l'aide du CIFOP, a été de monter, de faire monter, et avec les DRH partenaires du CIFOP, qui étaient partenaires à la création, c'était de faire monter cette fonction au niveau stratégique. Donc au fil des années, les DRH sont devenus des partenaires fondamentaux de la réflexion de l'entreprise sur son avenir, et son avenir en disant, dans 10 ans, quel sera notre métier, quels produits fabriquera-t-on, de quelles ressources aura-t-on besoin, de quelles compétences. L'APEC voit 17 métiers RH. Donc ça montre la richesse de ce métier RH. Il y a des métiers du développement, il y a des métiers de l'organisation, avec la montée en puissance dans les années 2010 de ceux qui s'occupent de l'informatique, des données RH informatiques. Il y a les métiers du droit. C'est en fait beaucoup plus ouvert que ça ne l'était dans le passé. Il y en a qui font de la stratégie, il y en a qui vont dans l'opérationnel. Et plus ce sera le cas, meilleur ce sera pour la fonction. Nous ne sommes pas une fonction qui doit être en dehors des courants de l'entreprise. Les carrières en ressources humaines sont tout à fait particulières et elles offrent beaucoup d'opportunités. D'abord parce qu'on peut entrer dans la carrière à différents moments. Simplement, plus que par le passé, il faudra s'équiper. Alors déjà, un premier point qui n'a pas été des moindres, ça a été de définir ce que c'était qu'un expert. Donc en ressources humaines, ça peut être tout simplement des techniques de ressources humaines, ça peut être un ensemble de connaissances en droit social par exemple. Il va être capable de les expliquer, il va être capable de faire sens aussi avec d'autres expertises. Finance par exemple, on connaît le couple DRH DG ou DRH DAF. Il y a des très bons DRH aujourd'hui qui sont surtout orientés vers les outils. Je pense que c'est un peu dommage. Nous sommes là pour influencer les systèmes, pour influencer les personnes, pour influencer les directeurs généraux et pour faire en sorte que cet équilibre-là soit le meilleur possible pour l'entreprise. Je me souviens d'une anecdote avec mon directeur général. On a déménagé du centre de Paris vers la Défense. Il me dit tu vas mettre ton bureau à côté du mien, comme ça tout le monde verra que les RH c'est très important pour moi. Voilà. Et je lui ai dit pas question, je vais me mettre de l'autre côté de la tour. Parce que le simple fait que quelqu'un attende devant ma porte pour un rendez-vous est une information que tu ne dois pas avoir. À l'époque, pour anecdote, le DRH du groupe mondial Lilly, c'est un ancien entraîneur de basket de Indianapolis. Bon. Et est-ce qu'aujourd'hui on imagine un entraîneur de basket comme DRH d'un grand groupe industriel mondial? Et c'était le cas à l'époque, et c'était le bras droit du président du groupe. Il y a eu une crise financière importante qui a fait que la problématique a un petit peu changé, et les urgences et les priorités ont changé parce que les problèmes financiers devenaient prépondérants. Et les directeurs financiers ont repris du poil de la bête et sont remontés progressivement dans l'échelle des fonctions de l'entreprise. Et on a même vu des directeurs financiers qui étaient directeurs financiers et des ressources humaines, ce qui est un scandale absolu. Parce qu'on sait que dans tous les cas, je ne connais pas d'exception, on sait comment ils priorisent. À travail égal, salaire égal,
Le combat n'est pas nouveau. Il y a plus de 50 ans, ce couple travaillait au même endroit, faisait le même travail, et pourtant... Combien vous gagnez par mois, Henri? 66 000 francs par mois. Et vous, Michel, combien vous gagnez? 55 000. Moi, je pense que c'est injuste parce qu'à travail égal, salaire égal. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit gagner moins. Une femme prend la tête du ministère du Travail pour succéder à Myriam El Khomri et son visage est inconnu. Muriel Pénicaud est une spécialiste des ressources humaines. Elle a été directrice générale de Business France. C'est une agence publique qui promeut la France auprès des investisseurs étrangers. C'est une surprise, son nom n'avait jamais été évoqué et pourtant, David Boiry, bonsoir. Bonsoir, ce soir, elle vient d'être nommée à un poste vraiment stratégique. Ah oui, surtout que Muriel Pénicaud va très vite se retrouver en première ligne de ce quinquennat avec la réforme du Code du travail. Dans les comités exécutifs, il n'y a que 13% de femmes. Dans les conseils d'administration, la loi avait imposé 40% et on peut dire que les conseils d'administration de nos entreprises aujourd'hui respectent cette loi et donc on trouve 40% d'administrateurs femmes. Mais dans les comités exécutifs dirigeants, il n'y a toujours pas beaucoup de femmes. L'endroit le plus facile où on sait faire monter des femmes, c'est les directeurs de ressources humaines. Donc mes hommes directeurs de ressources humaines trouvent qu'ils sont défavorisés. Moi, je trouve ça génial parce qu'elles font très bien et il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas à ces postes. Mais c'est vrai que si c'est systématique, ça devient un petit peu cynique ou grotesque. Au début, je me rappelle des DRH, ils n'étaient pas très contents avec le social et l'environnemental, le RSE. Puis après, ils ont vu que ça prenait des proportions, ils se sont dit, puis dedans, il y avait quand même des tas de choses qui concernaient les humains. Le DRH, les RH doivent s'emparer de cette question-là. C'est vrai qu'en général, dans les entreprises, on a quand même des départements dédiés à ces questions-là. Donc le DRH doit trouver sa place entre à la fois la DG, avec ce département RSE, et puis aussi les attentes des salariés. Donc encore une fois, il se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, mais en tout cas, il ne peut pas passer à côté de ces sujets-là, au risque de manquer un de ces fameux leviers d'attractivité, notamment, et au risque de perdre un peu ce sens aussi que cherchent les salariés. Ça a été très dur pour les RH, la crise, et on leur a demandé de faire beaucoup de choses pendant cette crise aux RH. Et donc aujourd'hui, on a une fonction qui veut prendre plus de place, qui veut avoir plus de sens, et qui donne du coup plus envie, je trouve, aux nouvelles générations de rejoindre la fonction RH par le sens et l'impact que la fonction a sur l'entreprise. Finalement, ça a remis vraiment l'humain au cœur des RH. On s'est rendu compte qu'il y avait un humain à gérer vraiment derrière et que c'était lui qui faisait que l'organisation fonctionnait. Et donc, il fallait s'en inquiéter, s'en occuper. Les DRH nous disent « Et maintenant, du coup, on nous attend encore plus. Il faut continuer cet effort-là post-Covid. » Quand j'ai lancé Change the Work, mon premier objectif était d'accompagner les RH vers le travail de demain en accompagnant les RH. Sauf que les RH, c'est une fonction qui ne sait pas s'occuper d'elle-même. C'est le fameux cordonnier mal chaussé. Sauf depuis la crise. C'est la première fois depuis la crise que je commence à avoir des sujets. Comment je redonne du sens à mon équipe RH, comment je prends la place que j'ai dans l'entreprise, comment je montre ce que j'apporte. Je pense qu'un RH qui vient de finir sa carrière a connu des évolutions, des transformations dans sa manière de faire, dans son contexte de travail, dans ses outils à disposition. Ce qui est intéressant du coup maintenant, c'est aussi d'aller vers le futur et de voir tout ce qu'on a appris dans ces 50 ans et puis de se projeter dans les 50 prochaines années et de se poser les questions de ça va être quoi le travail demain, ça va être quoi les salariés de demain. Le rêve, ce serait qu'elle puisse se concentrer sur le qualitatif des relations et des ressources humaines pour au maximum déléguer à l'intelligence artificielle des tâches administratives. Alors comment on peut imaginer ce que sera la suite des relations sociales? Ce qui est clair, c'est qu'on en a besoin des relations sociales. C'est que l'entreprise ne peut pas ignorer le collectif. Moi, je crois qu'on va aller vers des syndicats de plus en plus capables d'entendre ce qui se passe, de meilleur niveau en meilleur niveau, avec des syndicalistes mieux formés, comme ça se passe dans le nord de l'Europe. Finalement, si j'ai un message à passer, c'est que cette transformation dans ma carrière, cette importance de la culture d'entreprise que j'ai connue en tant qu'entrepreneur, je pense que chaque RH doit tous les jours, tous les matins, garder en tête qu'ils ont un impact sur la vie de chaque individu auprès de quel ils travaillent.
C'est vrai, ça fait 20 ans que je travaille avec le CIFOP, je suis très content. Bon, il ne me reste pas beaucoup, je pars en retraite. J'ai gardé des bons souvenirs avec les étudiants, avec les professeurs. On dit alhamdoulilah, ça va, tout va bien.